Bonjour les Sakura, c'est Morgane. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Vendredi Lecture. Aujourd'hui, je vais parler de bande dessinée, et plus particulièrement, du coup, si j'utilise ce terme-là, BD, c'est que je vais me concentrer sur des œuvres françaises, et en fait, plus spécifiquement, sur des œuvres qui nous permettent d'apprendre des choses, des 3 bandes dessinées qui, durant ces derniers mois, m'ont vraiment plu par leur contenu, qui s'adresse à un public adulte et qui traite véritablement la bande dessinée comme un moyen de médiation à travers le fait de rendre plus facilement accessibles des thématiques soit scientifiques, soit des problèmes d'actualité, soit des problèmes sociaux au sens le plus large du terme, et donc des œuvres qui m'ont particulièrement plu, intéressé, captivé et que j'avais envie de partager avec vous. Alors je vais commencer d'abord par une œuvre dont la thématique fait fortement écho à mon domaine de spécialisation en recherche et enseignement dans le supérieur, c'est-à-dire l'informatique. Et quand j'ai vu cette bande dessinée en rayon, je me suis vraiment demandé qu'est-ce qu'il allait y avoir à l'intérieur, comment est-ce que la thématique allait être abordée. Et cette bande dessinée-là, c'est Les défis de l'intelligence artificielle, une bande dessinée réalisée par Jérémy Dress. Donc une bande dessinée parue en France en 2021 et qui va plonger l'auteur dans la recherche dans l'intelligence artificielle en France. Il y a un parti pris qui est issu de cette bande dessinée-là, c'est qu'il est allé rendre visite à des équipes de recherche d'un institut spécialisé dans le domaine de l'informatique en France, un institut national qui s'appelle INRIA. Il n'y a pas qu'à INRIA où se fait la recherche en informatique et en intelligence artificielle, mais donc ce livre-là focalise, c'est un souhait dès le départ, sur les travaux d'INRIA, qui est un institut qui est multisite, donc l'auteur de la bande dessinée a l'occasion d'aller explorer véritablement à la fois de manière thématique, mais aussi de manière en termes de localisation géographique, différents éléments en termes de recherche dans le domaine. Et j'ai beaucoup aimé le parti pris dès le départ, qui est de partir des discours qu'on entend le plus sur le plan médiatique à propos de l'intelligence artificielle, ceux qui ont souvent le plus d'écho parce que les médias les mettent beaucoup en avant, c'est les propos d'Elon Musk. Et en fait, le livre s'ouvre alors que, du coup, Jérémy Dress regarde un discours d'Elon Musk où ce dernier introduisait le Neuralink. C'est quelque chose qui a été annoncé il y a maintenant 2 ou 3 ans, c'est-à-dire un petit dispositif qui serait ensuite implanté dans le cerveau et qui permettrait d'améliorer les capacités cognitives des individus qui en seraient équipés. En fait, Elon Musk a beaucoup fait parler à travers ce projet, mais comme souvent, c'est le cas dans les idées qu'il lance, à la fois à travers cette idée d'humain augmenté, que demain, en fait, tout le monde, les gens qui ne seraient pas augmentés souffriraient de la concurrence avec des personnes qui l'auront été, ou alors cette vision de l'intelligence artificielle comme demain nous anéantissant tous à la manière de ce qui se passe dans Terminator. Donc c'est vraiment intéressant de partir de ce point de vue-là, de ce parti pris-là, de quelqu'un qui, en tant qu'auteur de BD, va s'interroger sur mais c'est quoi? Est-ce que c'est la réalité? Où en est véritablement la recherche dans le domaine-là? Et il va visiter différents laboratoires qui sont vraiment des laboratoires de recherche publics connus pour leur excellence, et il va construire progressivement sa réflexion et aller en fait au-delà des propos très promotionnels, très faits pour choquer, pour retenir l'attention du lecteur, en l'occurrence du spectateur ou plus généralement de l'internaute et du citoyen, comme c'est souvent le cas malheureusement dans les propos d'entrepreneurs comme Musk. Et là, il s'arrête à aller véritablement rencontrer des personnes situées dans les différents centres INRIA à travers la France, et à aller découvrir ce qui se fait en termes de recherche, d'abord en essayant de comprendre ce que c'est l'intelligence artificielle et pourquoi celle-ci, depuis 2012,
vit une sorte d'accélération après avoir traversé plusieurs hivers. Dans le domaine effectivement de l'informatique, on aborde souvent l'hiver de l'intelligence artificielle, notamment après tout ce qui a été crise. Enfin, plutôt, on va dire, prise de conscience des limites de ce qu'on appelait les systèmes experts à la fin des années 80. Et donc, oui, 1992 et puis les années qui ont suivi avec le fameux, par exemple, AlphaGo qui a permis de découvrir que eh bien, des programmes informatiques étaient capables de battre les champions du monde à des jeux aussi complexes que le Go. Donc, à partir de là, en fait, on en a beaucoup parlé et c'est important de comprendre ce qu'il y a derrière. Et justement, cette bande dessinée-là est un super support pour mieux comprendre ce qu'est l'intelligence artificielle et plus exactement ici, par exemple, le deep learning et tout ce qui est mécanisme de réseau de neurones pour, par exemple, la reconnaissance de forme, la reconnaissance de visage, et puis comprendre aussi dans quel domaine la recherche est menée, à la fois aussi en abordant et en traitant avec parfois beaucoup de justesse certains des problèmes qui y sont associés, notamment sur le fait que pour que des réseaux de neurones fonctionnent de manière efficace, il leur faut des grands jeux de données et pour ça, il leur faut aussi des processeurs qui sont particulièrement performants et le problème de cette technologie, par exemple, c'est qu'elle est assez polluante parce que plus on utilise d'ordinateurs, forcément, plus il y a du coup de consommation en termes de ressources énergétiques. Et donc, ce livre-là va même dans le fait de traiter ce sujet-là, ou en tout cas de l'évoquer, d'inciter les personnes à s'interroger par rapport à ça. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment bien amené. Et puis, donc, du coup, on suit ensuite l'auteur, Jérémy, qui va aller voir, par exemple, une des manières dont l'intelligence artificielle peut être utilisée en médecine, par exemple, pour aider à la reconnaissance de tumeurs. Donc, à travers différentes images, mais pour que le programme fonctionne, eh bien, il faut aussi qu'il y ait une intervention humaine, c'est-à-dire qu'il y ait des gens qui aident le programme à apprendre véritablement ce qui est de l'ordre de la tumeur, de ce qui ne l'est pas. Donc, tout ce qui est la problématique de l'annotation des images est aussi abordé. Donc, il y a tout en pan. Il y a une vingtaine de pages qui est orientée justement sur l'apport de l'IA à la médecine. Puis ensuite, les véhicules autonomes. Je pense que là aussi, c'est un élément très important d'arriver à démystifier ce qui est annoncé par les grandes entreprises américaines de ce qui est le véritable état de l'art actuellement dans le domaine des voitures autonomes. Et cette BD le réussit très bien en présentant, par exemple, la manière dont les facultés d'automatisation sont classées sur différents niveaux, là en l'occurrence 6 niveaux, sur un tableau qui est un tableau de classification de ces niveaux d'automatisation. Il est aussi question du web et par exemple des méthodes et des techniques qui peuvent être utiles pour détecter sur le réseau des campagnes de harcèlement vis-à-vis d'utilisateurs et particulièrement vis-à-vis des jeunes dans les collèges et dans les lycées. Donc on suit ainsi, je ne vais pas dévoiler plus, mais il y a d'autres endroits où eh bien, l'auteur va véritablement découvrir ce qui est la recherche dans le domaine de l'IA à l'heure actuelle et apporter sa vision, son analyse, son point de vue par rapport à ces progrès-là. J'ai trouvé que c'était vraiment un très beau livre, très bien amené, très accessible à un large public, qui démystifie l'intelligence artificielle et qui montre véritablement toute une gamme de travaux de recherche qui sont menés dedans. Évidemment, c'est pas possible de faire une œuvre exhaustive de tout ce qui est les travaux en intelligence artificielle en France à l'heure actuelle. Donc il y a eu un choix qui a été fait par rapport à telle ou telle équipe, mais le cheminement est totalement cohérent. J'ai beaucoup aimé du coup ce titre, donc cette BD là, qui se résume bien par son sous-titre, un reporter dans les labos de recherche. C'est bien fait, c'est malin, c'est dessiné de manière attirante et attractive avec moultes explications, mais qui aussi accompagnent le récit et les différentes personnes qui sont croisées
en suivant cet auteur, cet auteur reporter. Donc je ne peux que vous le recommander si vous vous demandez véritablement quel est l'état de l'art de l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'on peut faire, quels sont les travaux en cours. Je pense que cette bande dessinée-là pourra vous apporter beaucoup de choses. Je vous invite très sincèrement et très chaleureusement à la découvrir. Donc j'ai beaucoup aimé cette lecture-là, qui était donc ma première bande dessinée conseil dans le cadre de ce vendredi lecture. Ensuite, je voulais présenter, alors ce n'est pas une BD one-shot, c'est plutôt une revue. J'ai pas eu l'occasion d'en parler sur la chaîne dans le passé, alors qu'en fait c'est un titre que je lis de manière régulière, et là l'été m'a permis de me replonger dedans dans le dernier numéro paru, le numéro d'été 2021 d'une revue qui s'appelle La Revue Dessinée, qui est une revue trimestrielle qui paraît donc tous les 3 mois avec à peu près 200 pages et à chaque fois en fait des thématiques qui sont abordées avec on va dire 5, plutôt une dizaine de reportages différents qui sont proposés. Et dans ce numéro-là, par exemple, il y a eu des reportages sur les Restos du Cœur et notamment la manière dont d'anciens salariés transforment leur McDonald's en plateforme de solidarité. Enfin, c'est plutôt le Resto du Cœur, hein, c'était un clin d'œil au Resto du Cœur en l'occurrence. C'était vraiment intéressant comme bande dessinée parce que ça montre aussi tout le fonctionnement des McDo de manière générale et du système de franchise avec toutes ses limites pour eh bien, les personnes qui y travaillent, mais de comprendre pourquoi en fait l'entreprise McDonald's a mis en place ce système-là en France. Et c'est impressionnant de voir, par exemple, ici, en l'occurrence, il y a une focalisation sur le restaurant à Marseille qui a vraiment servi eh bien, de restaurant qui a fait vivre le quartier avec des personnes qui travaillent depuis plus d'une quinzaine d'années dans le McDonald's, donc qui était vraiment un lieu d'échange, de partage avec des stages de 3e qui étaient faits dans ce McDo, avec des gens qui venaient ainsi véritablement trouver une place dans la société grâce à ce McDonald's-là. Donc la BD l'explique bien, elle le montre bien. Donc c'est vraiment un reportage, par exemple, que j'ai trouvé particulièrement intéressant et touchant de voir en fait les difficultés que ces personnes ont rencontrées quand il a été décidé de placer ce restaurant-là eh bien, en cessation d'activité, mais en fait de voir combien aussi les personnes qui étaient derrière ont su rebondir pour en faire un lieu véritablement d'échange et du coup de solidarité avec ce McDo qui a été transformé en restaurant solidaire, l'après M. Donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant à découvrir. Un autre élément qui m'a marqué là, toujours en lien avec des thématiques qu'on n'entend pas forcément parler au quotidien dans la presse, mais qui sont des éléments importants. C'est tout le dossier sur, en fait, un pesticide qui a été utilisé pendant des années dans les Antilles pour éloigner le charançon, qui est un parasite qui vient sur les bananiers et empêcher en fait la culture des bananes en question, et l'utilisation en fait d'un pesticide dangereux pour la santé, le chlordécone, qui a été utilisé pendant des dizaines d'années et qui a eu la caractéristique d'être un produit qui met plusieurs centaines d'années en fait à disparaître des terres dans lesquelles il s'est installé, ce qui fait que la bande dessinée montre par exemple combien ce pesticide s'est installé en quelque sorte en Martinique avec plus de 90% de la population qui a ce pesticide dans le sang, avec des conséquences sanitaires qui s'expriment, avec des maladies qui se révèlent, et finalement la manière dont les enquêtes au niveau
de la santé publique ont mis du temps à être menées, alors que, comme le titre, le petit cahier à la fin de cette BD, c'était une catastrophe évitable, notamment parce que plus tôt, en fait, aux États-Unis, ce pesticide a été interdit, alors qu'il a continué d'être autorisé via des éléments successifs, des autorisations successives en France. Voilà. Et puis un dernier reportage parmi ces 12, pour situer un petit peu ce qui m'a plu. Il y a tout un dossier sur des espaces de réensauvagement dont le principe est en fait de laisser la nature en fait évoluer telle qu'elle. C'est-à-dire dans les parcs naturels, souvent il y a quand même une intervention humaine qui a lieu. Par exemple pour recréer des espaces d'eau notamment, ou alors ça pourrait être par exemple de couper des arbres qui sont en train de mourir. Là, en l'occurrence, les espaces de réensauvagement qui voient le jour dans différents petits espaces à travers le monde, et notamment aux États-Unis, où ceci a commencé en fait dans les grands espaces de l'Ouest américain. L'idée est de laisser ces espaces avec le moins d'intervention humaine possible, et juste de laisser éventuellement des chercheurs, des spécialistes venir voir ce qui s'y passe, mais de ne pas avoir d'impact là-dessus. Et en fait, le discours est vraiment intéressant, puisque c'est pas juste une vision, on va dire, qui serait purement enjolivée de ce que représenterait l'impact du réensauvagement, du fait de vouloir reconstituer, comme le dit un des intervenants ici, une faune du Paléolithique. C'est plutôt en fait de vraiment comprendre en fait la dynamique des espaces, et aussi la manière dont finalement la nature ne devrait pas peut-être être cantonnée à ces espaces-là, mais on devrait réinterroger notre rapport au monde à travers tous les espaces et à travers toutes les interactions qu'il peut y avoir avec elle. Donc voilà, il y a plein d'autres reportages intéressants là dans ce numéro 32. J'ai découvert en fait, par exemple, un domaine qui m'était totalement inconnu, c'est la fièvre autour des sneakers, des baskets. Autant je connais effectivement les éléments un peu incroyables en fait prise de valeur de jeux vidéo qui ne sont pas ouverts, mais j'avais pas imaginé qu'il y avait la même chose sur toute gamme de sneakers et autres baskets, dont certes j'avais conscience qu'il y avait des baskets qui étaient plus chères que d'autres, en tout cas qui pouvaient prendre de la valeur sur différents modèles, mais j'imaginais pas qu'il y avait autant de personnes qui pouvaient ainsi essayer d'avoir des éditions limitées pour les revendre ensuite, et puis éventuellement les porter ou alors les revendre encore. C'est assez incroyable en fait comme élément. Donc plein de reportages très intéressants, et donc une revue que je prends plaisir à lire de manière régulière. Et pour finir, en fait, là, une enquête du coup plus longue, qui est un partenariat entre la revue dessinée et les éditions Delcourt, une bande dessinée que pour la peine, cette fois-ci, j'ai lu en vacances en la prenant au format numérique, c'est Algues vertes, l'histoire interdite. Alors en fait, les algues vertes sont un phénomène qu'on a vu exploser en fait à partir des années 80 en Bretagne. Je m'étais jamais véritablement intéressé, autre que quand on va à certains endroits de la côte bretonne sentir des odeurs pestilentielles et voir des algues qui sont à la cause de ça. Mais je n'imaginais pas en fait le problème global, écologique qui se cachait derrière, mais aussi toutes les conséquences à la fois sur l'écosystème en général, mais également le fait qu'il y avait eu des décès soupçonnés d'être justement causés par ces algues vertes, des décès d'humains et aussi d'animaux, parce que en fait ces algues vertes qui arrivent sur les plages et qui arrivent maintenant sous la forme de ce qu'on appelle des marées vertes parfois, donc un très grand volume, en 48 heures sur la surface elles sèchent, deviennent blanches et se confondent avec le sable,
ce qui est expliqué dès les premières pages de la bande dessinée, qui est une bande dessinée qui fait à peu près 120 pages, plus un cahier explicatif avec de nombreux éléments permettant d'aller plus loin sur cette thématique-là qui vient compléter le propos. Donc ces algues vertes se dessèchent, développent un gaz ultra toxique qui s'appelle l'hydrogène sulfuré, qui a une odeur caractéristique d'œuf pourri et qui, quand il est libéré en grande quantité, anesthésie complètement le système olfactif, paralyse le système nerveux respiratoire et peut tuer aussi rapidement que du cyanure. Donc il y a plusieurs cas qui ont été identifiés durant ces 30 dernières années comme étant fortement associés à ces algues vertes et à leurs effets. Eh bien, c'est un premier élément, c'est de faire prendre conscience en fait de ce problème-là et du danger que peuvent représenter ces algues en grande quantité. Et ensuite, la bande dessinée tente de nous expliquer comment et pourquoi en fait ces algues se développent. Et un des éléments qui est une des causes associées en fait au développement de ces algues, c'est l'agriculture intensive et notamment la présence de nitrates en très grand nombre dans les engrais, dans tout ce qui est utilisé pour une forme d'agriculture intensive, qui a ensuite pour cause la prolifération de ces algues et quelque part un système dont il est bien difficile de sortir. Donc la bande dessinée revient avec moult détails sur les personnes qui ont malheureusement été touchées, les différentes manifestations, le moment où il y a une forme d'aveuglement généralisé sur ce problème-là. Et ensuite, une prise de conscience progressive avec, suite à des phénomènes de médiatisation. Donc à partir de 2009, en fait, il y a une délégation de 4 ministres, dont le Premier ministre à l'époque, qui vont venir sur la plage où un cheval en fait était décédé et où des plans pour lutter contre les algues vertes sont lancés, donc des plans nationaux qui vont avoir une efficacité, on va dire, variable. En tout cas, la bande dessinée se présente vraiment comme une bande dessinée d'enquête qui, à base de moult éléments qui sont fournis en annexes et repères, permet en fait de bien comprendre la manière dont ce phénomène-là, ces marées vertes viennent empoisonner dans tous les sens du terme les personnes, les animaux, mais aussi finalement tout l'écosystème qui est derrière, tous les dangers qui y sont associés, et propose quelques pistes pour espérer en fait qu'il y ait à la fois une reconnaissance de ce problème-là et le fait d'aller véritablement trouver une solution qui ne se contente pas d'être une sorte de volonté politique qui ne sera pas ensuite suivie d'actes, mais qui véritablement puisse avoir de l'impact et permettre de sortir de ce problème qui est maintenant, en fait, quand on creuse, quand la journaliste à l'origine de cette enquête-là montre les choses, c'est un problème qui date maintenant de près d'une 40aine d'années. Donc cette bande dessinée-là est issue d'un partenariat entre une journaliste, Inès Leroux, et un dessinateur, Pierre Van Hove, qui font un beau duo pour véritablement rendre accessible ce problème et nous faire prendre conscience à la fois des tenants et des aboutissants à tous les niveaux de ce souci des marées vertes, de leur origine, de leur impact et de ce qu'il faudrait espérer pour l'avenir. Donc une très belle BD qui fait réfléchir et qui incite ainsi à prendre conscience de la manière dont les écosystèmes sont multiplement impactés par les décisions humaines. Voilà, donc aujourd'hui j'avais envie de présenter ces 3 bandes dessinées-là,
Il y a beaucoup de diversité entre la bande dessinée autour des défis de l'intelligence artificielle, les multiples enquêtes de la revue dessinée qui est donc qui paraît tous les 3 mois avec des nouvelles thématiques, des nouveaux journalistes, des nouveaux dessinateurs qui interviennent dedans, et puis Algues Vertes, l'histoire interdite, parue aux éditions Delcourt en partenariat justement avec la revue dessinée. Voilà, j'espère que ce vendredi lecture dédié à des bandes dessinées qui nous apprennent des choses vous a plu. Je vous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalis. Bye bye!